Bonjour à tous et bienvenue et merci de votre participation à ce webinaire qui rentre dans le cycle de webinaire du projet Récoltera, dont on vous parlera un peu plus largement juste après. Mais déjà, euh, quelques infos sur la façon dont on va fonctionner pendant le webinaire. Donc on est nombreux, on va être peut-être même encore un peu plus nombreux au fur et à mesure. On prend le parti donc s'il vous plaît, de tout couper les micros quand on n'intervient pas pour s'éviter les bruits parasites. Indiquez, si vous le pouvez, les noms et prénoms vos noms et prénoms et puis éventuellement votre structure sous votre nom. Et puis, vous pouvez poser vos questions librement au fur et à mesure des interventions dans le chat. Euh, on les prendra au fur et à mesure. Et on les retransmettra lors de 3 temps de questions et réponses qui ont lieu au fur et à mesure du webinaire. Je vous présenterai ça un peu après. Donc, n'hésitez pas à réagir au fur et à mesure. Et le webinaire est enregistré pour information et il sera bien sûr il vous sera renvoyé par la suite et repartagé aussi plus largement. Donc voilà, comme je vous disais, hein, c'est le 4e webinaire du projet Récoltera. Donc on avait travaillé sur ce thème de la transmission au sein des collectifs selon trois thèmes jusque-là, le foncier, le fait humain et les aspects juridiques. Et donc là, on fait ce webinaire pour vous présenter plus largement l'ensemble des résultats du projet. Donc, rapidement, le contenu du webinaire, et je reviendrai dessus. On va avoir une introduction d'Elsa Ebrard, donc de Tram, qui va parler un petit peu du projet, de ce qui nous a rassemblés et des livrables, des produits qu'on a pu faire tout au long de ces 2 ans. Et ensuite, on rentrera un petit peu dans le détail des différents résultats du projet. Et les participants au projet prendront la parole au fur et à mesure pour vous présenter ces différents livrables. On aura aussi plusieurs témoignages de magasins de producteurs et de fermes. Et je reviendrai là-dessus plus en détail. Et donc, fin du webinaire à 16 heures. Elsa, c'est à toi. Terrain, comme vient de le dire Floriane, c'est un projet qu'on a conçu, bâti en Inter-Onvar. Donc les ONVAR, c'est les organismes nationaux à vocation agricole et rurale. Sur ce projet-là, on a été financé par le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt. Euh, voilà. Et moi, donc, je suis Elsa Ebrard, je suis pilote de ce projet-là et je travaille pour TRAM, qui est une association de développement agricole, comme la plupart des ONVAR le sont. Voilà. Le projet en lui-même sur Récoltera, donc on l'a réfléchi en interrogatoire pour répondre vraiment à l'enjeu de défi de renouvellement de génération. Et on est entré par quelque chose qui était peu étudié jusque-là, donc début en 2022, c'était encore peu étudié. Et on est rentré par la transmission au sein des collectifs à vocation économique, c'est-à-dire pas forcément la transmission dans les fermes, mais il y avait l'aspect collectif en fait. Voilà. Collectif, donc ça peut être, on verra sur la diapositive d'après, ça peut être des CUMAS, des coopératives, etc. Je vais le détailler plus après. Les objectifs de ce projet-là, donc c'était déjà s'intéresser à cette organisation collective, donc caractériser en fait ce qui fait les spécificités de cette transmission reprise dans ces objets d'études particuliers qui sont les collectifs à vocation économique. Donc dans ces collectifs à vocation économique, on avait pour objectif aussi d'analyser des situations vraiment concrètes de terrain, des situations concrètes de transmission. Voilà, donc on verra après qu'on en a enquêté quelques-unes. Tout ça pour arriver à proposer des préconisations de montée en compétences d'accompagnateurs et accompagnatrices, agriculteurs, agricultrices. Voilà, l'idée de ce projet, c'était vraiment de voir les clés de réussite, les leviers qu'il y avait dans ce type de transmission qui se passait bien et qu'on pouvait ensuite transférer à d'autres ultérieurement. Voilà. Et bien sûr, un axe du projet qui est de diffuser les résultats, les analyses et préconisations. Et le webinaire d'aujourd'hui, ben, ça fait partie de la diffusion de ce résultat et de ces livrables. Donc, les collectifs qu'on a étudiés, en fait, on s'est intéressé à des unités de production. Ça peut être des unités de production méthanisation, photovoltaïque. Des collectifs aussi qui s'intéressaient au foncier. Voilà, comment on peut gérer le foncier en commun, collectivement. Également des collectifs sur les collectes, stockage, transformation, distribution.
Sur les matériels ou ateliers en commun, donc là, c'était les CUMA, également des COP, etc. On s'est intéressé également aux fermes collectives et sur des collectifs de main-d'œuvre et des magasins de producteurs. Voilà, ça brosse globalement tous les collectifs auxquels on s'est intéressé. Alors pour ça, quand je dis qu'on s'est intéressé, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Concrètement, on a identifié ou contacté au niveau des réseaux des ONVAR, donc 11 ONVAR partenaires, on a identifié ou contacté 72 collectifs. Il y en a 32 en fait qu'on a enquêté concrètement, donc sur les aspects juridiques, fiscaux, financiers et également organisation et humains. Et on a analysé 27 enquêtes, c'était des enquêtes qui étaient abouties, donc on en a analysé 27. Sur ces 27 enquêtes, on en a sorti 124 leviers sur 19 sous-thématiques et 5 thématiques générales. Donc, pour vous expliquer globalement les thématiques qu'on retrouvera après dans les livrables, on les a classées thématique capital, thématique financement, thématique foncier, thématique gouvernance et thématique organisation des relations humaines. Voilà, donc ça, c'était une grosse partie du projet qui nous a bien animés. Et une autre partie du projet, on s'est aussi intéressé à aller voir ce qui concrètement se passait dans certaines fermes ou collectifs. Et donc, on a fait 7 visites apprenantes lors de 2 voyages d'études et des témoignages d'actifs et d'actifs agricoles. Au niveau des statuts, donc les collectifs qu'on a enquêtés, ça peut être des coopératives, des CUMA, des GAEC, des SCOP, des SA, SARL, GIE, sociétés en commandité par action et des associations. Voilà. Et on a aussi été visiter une SCAEC pour information. Voilà, donc là, c'est quelques photos de nos visites apprenantes. Et tout ça, ça nous a permis en fait donc d'étudier vraiment cet angle de transmission au sein de ces collectifs sous plusieurs entrées, comme je l'ai dit précédemment. Donc les entrées, comment ça se passe au niveau des entrées, comment ça se passe au niveau de la sortie du collectif, comment ça se passe dans la transmission des compétences, dans l'organisation de l'activité, dans la gouvernance, comment ça se passe lors de la transmission pour l'accès au capital social et la transmission, comment ça se passe pour les biens immobiliers, les modalités de financement, l'attractivité aussi, comment ça se passe pour que enfin, ça se passe bien au niveau de la transmission de l'attractivité et la convivialité. Voilà. Et donc, après tout ça, nous avons fait une belle récolte de livrables et je vais laisser chacun et chacune présenter de manière plus détaillée les livrables obtenus. On va vous mettre le lien vers les livrables dans la conversation. Est-ce que tu passes rapidement les livrables? Rapidement les livrables, oui, je peux le faire. Donc, il y avait des fiches thématiques. Donc, les fiches thématiques, en fait, ça avait pour but de l'analyse, en fait, de toutes ces enquêtes. Elles ont eu pour but de dégager des grands enjeux, on va dire, des grands axes, qui ont donné des fiches thématiques. Il y en a au nombre de 6. Ensuite, on a fait aussi des fiches témoignages. Donc, les fiches témoignages, c'est plus les collectifs qui avaient, comment dire, des éléments de réussite intéressants, qui nous ont paru intéressants à faire témoigner. Donc, à ce moment-là, ils ont bien été d'accord pour qu'on puisse publier une fiche sur leur histoire, sur comment ils se préoccupent de la transmission, etc. Il y a aussi un autodiagnostic qui peut être réalisé soit en autonomie, soit avec un accompagnateur ou une accompagnatrice. Il y a également 2 mémos. Donc, les mémos, en fait, c'est plus pour les accompagnateurs et les accompagnatrices qu'ils aient en fait des choses à ne pas oublier quand ils sont en interaction avec un collectif sur la thématique de la transmission. Et il y a aussi des articles de presse. Super, bah merci Elsa. Pas facile de résumer 2 ans de projet en 5 minutes. Euh, et donc, on va prendre le temps justement là, au cours de ces 2 heures, de passer sur chacune de ces productions, vous expliquer les démarches, vous expliquer un petit peu la façon dont on peut utiliser, dont vous pouvez utiliser ces livrables dans votre activité. Euh, et je rappelle simplement, si vous le pouvez, de couper vos micros lorsque vous n'intervenez pas, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je vais d'abord passer la parole pour le premier livrable qui est l'autodiagnostic, qui a été un gros du travail au cours de ces 2 ans à Thierry.
qui va nous présenter un petit peu ce travail, ce qui a été mené. Et puis, on aura le témoignage de Lucie Scrignac, qui a eu la chance en avant-première de pouvoir tester cet autodiagnostic au sein du magasin de producteurs dont elle fait partie. À toi la parole, Thierry. Oui, bonjour. Bon, donc, moi, je suis Thierry Pons, je suis chargé de mission je travaille sur les transitions humaines et organisationnelles à Tram, et je suis basé à Limoges. C'est pour ça qu'il y a une photo avec de la neige. Non, c'est une blague, il n'y a pas de neige encore aujourd'hui. Sur l'autodiagnostic transmission, quand on a construit le projet, tout ça, on s'est dit, bah, ça serait bien de produire un outil et une méthode qui permette d'aborder la problématique de la transmission au sein des collectifs. Notre petit cahier des charges, on s'est dit, il faut quelque chose de facile à utiliser, qu'on puisse en utiliser les parties qui semblent le plus utiles au collectif au moment où il aborde le sujet, en fonction de ses besoins, de ses priorités. Vous avez compris qu'on s'adressait à tout type de collectif, donc il fallait aussi que cet outil soit utilisable par soit une coopérative, soit un GAEC, soit une CUMA, soit un magasin de producteurs, un groupement d'employeurs, une SCOP, enfin bref, toutes les situations possibles, ce qui était une ambition assez forte. Un outil qui répond bien aux préoccupations du moment, hein, ce qui est ressenti et besoin du moment. C'est ça qui était important, ce qui nous a guidés dans notre réflexion. Tu peux changer de diapo. Donc, cet autodiagnostic, ça doit permettre de faire un point de situation au sein du collectif avec qui on travaille, ou le collectif qui s'empare de cet outil-là, autour des grandes questions à se poser sur les transmissions et la diversité des thématiques transmission qu'on a montré tout à l'heure. L'idée, c'était avec ça de repérer ce qui va bien, mais aussi ce qui peut être amélioré ou éventuellement ce qui manque au sein du collectif pour permettre de retravailler la question, de l'anticiper aussi. Et puis, le but du jeu, c'est de mieux vivre ces moments de transmission. Donc, on est parti sur l'idée de fiches qui permettent d'aborder les 10 thématiques là qu'on a vues tout à l'heure. Donc ça, c'est le sommaire de l'autodiagnostic, hein. Vous voyez que ça aborde tout ce qu'on a vu précédemment. Et ensuite, on peut passer à la construction. Comment est construit cet outil? On s'est dit qu'il était important d'étaler les 10 thématiques là qu'on a identifiées, qui ressortaient de ce qu'on a observé dans les collectifs, pour déjà avoir un premier niveau de discussion au sein du collectif. Donc l'idée, c'est d'étaler, comme si chaque fiche était une carte, on les pose sur une grande table. Et déjà, tout ça, le fait d'étaler ça, ça permet au collectif de se rendre compte que quand on parle de transmission, il peut y avoir plein d'entrées possibles. Et déjà, ça permet de commencer à se dire, finalement, qu'est-ce qui est important pour nous? Est-ce que c'est l'entrée ou la sortie de nos adhérents qui est importante, ou est-ce que finalement, c'est plutôt la gouvernance qui nous titille en ce moment? Donc déjà, voilà, l'idée, c'est d'étaler tout ça et par une première discussion avec les membres du collectif, dégager des priorités en disant, oui, non, la préoccupation du moment, c'est par exemple la gouvernance. Et ben, on commence à discuter là-dessus. Ça ne veut pas dire que les autres entrées ne sont pas importantes, mais c'est moins notre préoccupation du moment. Voilà, donc ça c'est le recto un peu de ces fiches-là. Et puis après, admettons que le collectif soit mis d'accord pour choisir, nous, ce qui est important en ce moment, c'est transmettre les compétences. Et ben, on propose au verso de la feuille de faire une espèce d'analyse de où en est le collectif sur la transmission des compétences. Donc, vous voyez comment sont constituées la fiche. On a une diapo après qui rentre un peu plus dans le détail, mais l'idée, c'est la première colonne là, sur la gauche. C'est des affirmations qui sont proposées. Si je dis la première, par exemple, notre collectif a identifié les compétences.
c'est-à-dire les savoirs, les savoir-faire, le savoir-être, qui sont indispensables à son bon fonctionnement. C'est une affirmation. Et après, chacun au sein du collectif peut se dire, bah, tiens, pour moi, chez nous, c'est bien développé, on maîtrise bien. Donc, je peux cocher la case développé. Vous pouvez avoir au sein d'un collectif un autre membre qui dit, bah non, moi j'ai l'impression que c'est pas du tout développé. Et c'est légitime aussi. Et vous comprenez que l'intérêt, c'est que chacun puisse s'exprimer là-dessus, puisse remplir sa grille à lui. Et après, ce qui est intéressant, c'est de mettre en commun. Donc, il y a certains points sur lesquels tout le monde va être à peu près au même endroit, à la même perception. Et puis, il peut y avoir des gros écarts. C'est-à-dire, sur un item, quelqu'un va dire, bah, chez nous, c'est pas du tout développé, alors que quelqu'un d'autre aura l'impression que c'est totalement développé. Et du coup, ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire qu'on n'a pas du tout les mêmes représentations. Et la position de chacun est légitime. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi il y a de tels écarts. Qu'est-ce qui explique ça? Vous voyez qu'il y a une colonne aussi en jaune, ne nous concerne pas. Comme on l'a dit au départ, l'outil a été conçu pour s'adapter à tout type de collectif. Mais entre un GAEC et une coopérative, il y a des choses qui n'ont pas lieu d'être, soit dans l'un, soit chez l'un, soit chez l'autre. Donc, c'est aussi, voilà, telle affirmation n'est peut-être pas pertinente. Et la dernière colonne, c'est à travailler au sein du collectif. C'est aussi se dire, mener la réflexion avec le collectif, dire est-ce que c'est important de travailler ça au sein du collectif ou pas? Donc ça, c'est pour la construction de l'architecture de l'autodiagnostic. Donc vous voyez, en gros, là, je vous ai remis un peu quelques affirmations sur cette fiche transmission des compétences. Ces affirmations qui sont au départ, là, petit a, petit b, petit c, c'est en gros la reprise et la synthèse de tous les leviers qu'on a repérés dans les enquêtes des collectifs. Il y en avait 130, je ne sais plus, un peu plus de 130. Et donc, on a vraiment construit toutes les affirmations sur cette base-là. Donc, voilà pour la construction de l'autodiag. J'ai essayé d'identifier quelques intérêts que l'on voyait de notre point de vue, mais on n'est peut-être pas très objectif, puisque c'est nous qui l'avons construit. Donc, et on s'appuiera sur le témoignage de Talent Ferme tout à l'heure, qui nous dira si elle retrouve ces intérêts-là. Moi, ça rejoint les ambitions, hein, c'est-à-dire fournir un outil, une méthode d'animation qui permette d'aborder le sujet de transmission au sein du collectif. Et puis ensuite choisir une première porte d'entrée, c'est-à-dire commencer par une thématique, une porte d'entrée qui correspond bien aux attentes et aux préoccupations du collectif au moment où on se penche sur la question. L'intérêt, je trouve aussi, c'est de rendre très concret chaque thématique, parce que quand on parle entrée-sortie, et ben derrière, avec tous les différents items là qu'on a vus sur la partie autodiag, c'est fait pour ça, pour rendre très concret, se dire oui, c'est pas des choses très compliquées, c'est des choses oui, qui sont très concrètes. Et donc, on voit comment on peut y rentrer dedans. Tout à l'heure, j'insistais sur le fait de bien valoriser les écarts de perception sur une même affirmation. On peut avoir des écarts très forts. Et je trouve que c'est très intéressant parce que derrière, il va falloir qu'on comprenne d'où viennent ces écarts. Voilà, et puis qu'on en fasse quelque chose au sein du collectif, quoi. Derrière, ça permet d'évoquer les leviers d'action possibles, des choses qui sont accessibles, qui sont pas des constructions intellectuelles, c'est vraiment des choses qui ont été mises en place sur des collectifs. Donc voilà, c'est pas inaccessible, c'est du concret, c'est du terrain. Et puis la dernière colonne, vous avez compris, ça permet de commencer à cibler les points à travailler au sein du collectif. Donc ça, c'est aussi, ça prépare la réflexion qu'il y aura après. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi, hein? Comment on se met en marche?
Alors du coup, voilà, nous, c'est la présentation de notre travail. Donc, pour le mettre au point, l'autodiag, on s'est dit que c'était bien, on avait d'excellentes idées, tout ça, mais qu'il fallait les confronter aux réalités du terrain. Et donc, on l'a testé à partir du mois de juin auprès de collectifs. On aurait aimé avoir plus de temps et plus de collectifs qui soient partants. La période n'était peut-être pas la meilleure. Mais malgré tout, il y a eu des tests et du coup, c'est intéressant d'avoir le point de vue de Lucie qui a participé à cette phase de test. Euh, et donc, du coup, je vais te laisser la parole, peut-être, Lucie, te présenter très rapidement le magasin, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans ce magasin, et puis comment tu as vécu cette phase de test. Ça marche. Eh ben, bonjour ou rebonjour à tous. Donc moi c'est Lucie, bon, tout est plutôt bien écrit, hein, mais je suis la directrice du magasin de producteurs de talents de ferme qui est à Vambrochy, du coup dans les Hauts-de-France. On a 12 producteurs associés dans le magasin, on a une quarantaine de dépôts-vendeurs qui viennent compléter le magasin. On est sur une structure à 26 salariés, donc qui est assez conséquente pour un magasin de producteurs, avec un chiffre d'affaires annuel autour de 4 millions de chiffre d'affaires. Voilà, un peu dans les grandes lignes. Et donc, en effet, on travaille quand même assez régulièrement, ou en tout cas, on communique assez régulièrement avec Tram, qui nous a proposé de tester l'AutoJag vers le mois de juin, si je ne m'abuse. En fait, c'était une thématique qui nous parlait, la transmission. Bon, je pense comme beaucoup de magasins de producteurs. Nous, le constat à l'instant T, c'était de se dire on a à peu près un tiers des associés de Talents de Ferme qui sera en retraite d'ici moins de 5 ans. Du coup, le sujet de la transmission, il devient vite un sujet principal. Même si, et du coup, d'où l'intérêt aussi de se lancer là-dedans, souvent on est pris dans le quotidien et en fait, les mois semblent plus prioritaires que les années à venir. Donc, le risque, en fait, c'est de ne pas suffisamment anticiper le sujet et que le jour où on y est confronté, en fait, ça couac alors que c'est quand même un peu essentiel au bon fonctionnement du collectif et du magasin. Donc nous, pour expliquer un petit peu comment on a procédé, on a à l'époque Guillaume Delporte qui était venu de chez Tram pour commencer à amorcer l'autodiagnostic. On avait fait ça avec le bureau, donc avec une partie des associés. Il y avait 3 associés présents, moi et du coup Guillaume Delporte pour animer l'ensemble. On a tout d'abord choisi, un petit peu comme l'a expliqué en fait Thierry tout à l'heure, on a d'abord choisi la fiche qui nous parlait le plus à l'échelle du magasin. Donc nous concernant à l'unanimité, je pense, le premier choix s'était arrêté sur la fiche numéro 3, donc qui parle de la gouvernance du collectif. Ça nous semblait être le sujet le plus impactant dans le quotidien. Et du coup, c'était celui qui nous parlait le plus, sur lequel on avait envie de se lancer. Comme une porte d'entrée dans le sujet de la transmission. Donc une fois la thématique choisie, on a en individuel noté les indicateurs ou les pratiques à observer au sein du collectif. Donc c'est ce que Thierry a montré tout à l'heure, hein, les différentes questions et où est-ce qu'on pense se positionner à l'échelle du collectif. Est-ce qu'on est concerné ou est-ce qu'on ne l'est pas déjà, et est-ce qu'on est plutôt bon ou plutôt mauvais sur ce thème-là. Ensuite, dans l'ensemble, alors nous, à l'échelle du groupe, on a constaté qu'on était plutôt raccord quand même sur la façon de voir les choses, avec quelques variantes de temps en temps. Et donc, à partir du tableau, on a déterminé les sujets les plus importants et les plus urgents à traiter. Et en fait, on s'aperçoit que ça fait un peu méthode entonnoir, c'est assez bien fait. Et au final, assez naturellement et assez facilement, il y a un plan d'action qui se met en place. Pour moi, ce qui est important, je pense, ce qui fait que l'autodiagnostic est intéressant, c'est que ça permet de poser la base des questionnements. Le fait d'avoir une liste de questions préétablies
sur des sujets très concrets, ça permet de se mettre en réflexion et que chaque, au final, individu présent se mette en réflexion sur les mêmes sujets, qui sont, je le rappelle, des sujets assez concrets, donc on se projette assez facilement et on arrive facilement à répondre à ces questions-là. Pour moi, la méthode, elle permet également un travail, comme je le disais tout à l'heure, en entonnoir, sur un sujet qui est, au final, quand on commence à y réfléchir, on se rend compte qu'il est bien plus vaste que ce qu'on aurait pu imaginer au départ, quoi. On se dit, allez, la transmission, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'en va et quelqu'un qui reprend. Ouais, sauf qu'en fait, ça implique énormément de choses. Et quand on commence à le travailler, on s'en aperçoit. Et le fait qu'il y ait cette méthodologie par question et en entonnoir, c'est beaucoup plus facile à appréhender. Donc voilà un petit peu pour moi ce qui fait que c'est important. Et après, et ça tu l'as dit aussi Thierry, le fait de travailler les mêmes supports de façon individuelle, ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'observer les divergences de points de vue sur les différentes associées. Et en fait, on se rend compte aussi, des fois, rien qu'au travers de ça, de certaines anomalies. Enfin, un exemple tout bête, mais au final, quelqu'un qui va dire on est très mauvais, et on peut avoir un associé qui va dire là-dessus, moi je trouve qu'on est très mauvais, alors qu'en fait, il y a un document qui est existant, mais dont il n'a pas connaissance, quoi. Donc, des fois, il y a des petites anomalies qui ne sont pas forcément dramatiques, qui sont très rapides à traiter. Et le fait de faire ce travail-là, ça permet de les mettre en évidence et de les traiter très rapidement, sans même mettre sur un très gros plan d'action qui va se projeter sur des années à venir, quoi. Alors, nous, concernant vraiment le travail qu'on a effectué avec Guillaume à l'époque, on était sur une période où on avait aussi des sujets et des projets qui étaient très prenants. Donc malheureusement, ça nous a fait mettre un petit peu les plans d'action qu'on avait commencé à écrire de côté. Cependant, selon moi, je pense qu'il faudrait, dans un premier temps, recommencer le travail d'autodiagnostic avec l'ensemble des associés du collectif. On avait évoqué le fait de le faire de façon informatisée, numérisée, pour éviter de rendre le travail trop chronophage. Enfin, on sait qu'on a vite fait, quand on se lance dans des projets comme ça, de faire un peu de la réunionnite, de se rencontrer hyper régulièrement, ça devient assez lourd pour tout le monde. On sait que tous les agriculteurs qui font partie du collectif, ils ont déjà assez de boulot un peu partout, donc le fait de réfléchir à informatiser ça, ça peut être complètement pertinent pour faire déjà dans un premier temps une collecte des données en fait. Commencer déjà par cette étape-là et ensuite attaquer dans le vif du sujet. Et après, derrière, commencer à développer des plans d'action en plusieurs strates, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure Thierry, c'est le fait de choisir par exemple nous la partie gouvernance, c'est la clé d'entrée. Mais derrière, forcément, tout le reste est hyper important aussi, quoi. Si on sait qu'on a des producteurs qui vont partir en retraite, potentiellement parmi ceux-là, on en a certains qui n'ont pas de repreneurs derrière. On sait qu'on va devoir aller travailler sur peut-être la deuxième priorité pour nous, ce sera d'aller travailler sur la fiche des entrées. Comment on fait rentrer un nouvel associé au sein du collectif. Mais voilà, le travailler comme ça par strate et par priorité, je pense que ce serait la bonne méthode et c'est celle qu'il va falloir qu'on enclenche assez rapidement. Voilà un petit peu. Alors, je ne suis pas forcément rentrée beaucoup dans le détail, mais parce qu'il y a au final assez peu d'actions qui ont été enchaînées de façon concrète. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'outil, il est assez complet, assez concret et du coup assez simple d'utilisation. Merci, ça correspond au cahier des charges et l'ambition qu'on avait au départ. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Juste sur peut-être une réponse par rapport à l'outil en ligne, on l'a créé aussi, puisqu'il y a effectivement moi je suis en contact avec un collectif où il y a 70 producteurs, donc et l'idée c'est qu'ils fassent un premier choix des thématiques qui les concernent le plus, peut-être au sein du bureau, du CA, et ensuite proposer ça à tous les adhérents pour ensuite mettre en commun les résultats sous forme de synthèse lors d'une assemblée générale.
c'est une autre façon aussi d'aborder et d'utiliser cet outil-là. Bah, en tout cas, ça me semble être vraiment pertinent le fait de le travailler comme ça. Donc voilà pour Ça l'autodiag. marche. Ça marche. Bah, merci à tous les deux. On a un petit temps où vous pouvez poser vos questions maintenant. Donc, je vais laisser la parole à Charles et Lola qui sont les responsables de faire parvenir vos questions auprès des intervenants. Je crois qu'il n'y en a pas encore beaucoup, mais ça va sans doute démarrer au fur et à mesure. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et tous. Du coup, il y avait une question, mais je pense qu'elle a été partiellement répondue à Lucie. C'était qu'est-ce qui vous a permis concrètement d'améliorer et résoudre dans la gouvernance du magasin. Du coup, ce que j'ai expliqué, c'est que concrètement, on n'a pas déclenché le plan d'action parce qu'on a été pris vraiment par des gros sujets, des gros projets qui étaient en cours. Donc, on n'a pas réussi à enclencher directement. Mais malgré tout, on a pu au moins l'écrire, ce plan d'action, simplement déjà en collectant le fait de répondre. Je ne sais pas si vous pouvez remontrer peut-être sur le diapo la fiche de questions. Alors même si nous c'est pas celle qu'on a, voilà, nous c'est pas celle qu'on a utilisée parce qu'on a utilisé la gouvernance, mais le fait de répondre, que chaque associé vienne répondre à ces questions-là, de les mettre en commun et après d'avoir une discussion, parce qu'au départ le premier travail il se fait en individuel, mais le second travail il se réfléchit en collectif où déjà on s'apporte des fois certaines réponses et où on se dit ok, ce sujet-là peut-être qu'il est pas du tout développé, mais en fait on s'en fiche parce que c'est pas notre priorité, on n'a pas envie d'aller là-dessus. Peut-être qu'on a un sujet qui est développé, mais en fait il est tellement important qu'on a envie d'aller plus loin. Peut-être qu'il y en a un qui est pas du tout développé, mais là par contre on se dit il y a un gros manque de notre part et du coup ça va devenir vraiment la priorité et l'urgence d'y aller. Et en fait ça se fait de façon assez naturelle. Maintenant derrière il y a encore le gros travail de la mise en place et ça c'est un gros taf quand même. Merci Lucie. Il y avait une autre question qui était sur la place des salariés. Sont-ils ou elles dans une boucle périphérique? Peut-être que vous avez des précisions à apporter. Alors, est-ce que nous, on a fait rentrer les salariés dans ce travail-là? C'est ça la question? Oui, je suppose. Ouais. Alors, pas encore, mais par contre, c'est clairement le genre de projets, de sujets dans lesquels on les fait s'intégrer. Alors, pas surtout, parce que là, comme on est sur la question de la transmission, il y a peut-être des questions, dès qu'on va aborder des sujets juridiques ou quoi que ce soit, il n'y aura pas trop d'intérêt à faire rentrer les salariés dans la boucle. Par contre, typiquement, sur la gouvernance, il peut y avoir des sujets dans lesquels ils sont complètement impliqués, quoi. Merci. On a des collectifs, pour répondre à la question, on a des collectifs aussi. Là, j'oriente plus mon regard vers les fermes collectives où il peut y avoir des salariés qui sont en phase, qui ont l'ambition de devenir associés, mais qui ne le sont pas encore et qui sont salariés. Et du coup, ça peut être intéressant de faire l'exercice en intégrant tout le monde, quoi. Ça reste un peu à la discrétion de chaque collectif, quoi. Merci Thierry. Une autre question qui était plus à destination de la création d'un collectif. Donc, est-il possible d'utiliser ce diagnostic pour réfléchir à la création d'un collectif? Donc, la personne fait référence à un agriculteur à 10 ans de la retraite qui réfléchit à s'associer avec un porteur de projet, avec ajout d'un nouvel atelier dans l'objectif de transmettre sa ferme au porteur de projet à long terme. Alors, on pourrait répondre à plusieurs, hein, mais Ouais. moi, je pense que oui. Peut-être que tout n'est pas
parfaitement adapté à une phase d'émergence ou de réflexion sur un projet à venir. Il y a quand même beaucoup de points qui sont quand même à réfléchir avant de créer un collectif et qui sont abordés là, hein. Ça, c'est clair. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent réagir. Moi, je peux peut-être réagir. Effectivement, je partage ton point de vue. Je pense que il n'a pas été créé dans cet objectif-là. Par contre, il y a énormément de matière dans l'autodiag. Et donc, il y a effectivement des choses qui peuvent être mises en place au moment de la création d'un collectif. Et donc, c'est bien d'y réfléchir avant. Et, euh, et ces outils, de toute façon, et je réponds un petit peu en même temps à la question que je vois d'après dans le chat sur à qui s'adresser pour utiliser l'outil. Ces outils sont ouverts, hein, ils vont être partagés au sein de nos réseaux et même à diffusion plus large. Et donc vous les aurez à disposition par vos têtes de réseau et ils seront aussi disponibles publiquement sur les sites internet. Juste pour, Et donc, prise en main libre, quoi. juste pour compléter, Vas-y, Thierry. on a fait le séminaire en présentiel c'était quand le 7 novembre. Et il y avait Maëla Naël qui a écrit un bouquin sur les fermes collectives et qui a amené son regard un peu extérieur sur nos travaux, qui parlait de transmissibilité. Et là, je crois que c'est vraiment intéressant de se poser la question lors de la création d'un collectif de ce qu'on met en place, est-ce qu'on est bien sur des choses qui sont facilement transmissibles? Alors, on pense au capital, etc., tout ça, mais ça rejoint aussi l'organisation, les compétences. Et du coup, il y a plein de choses qu'on a vues là aussi qui peuvent s'appliquer et puis inspirer les porteurs de projets, quoi, et la réflexion à la création du collectif, quoi. Merci. Et du coup, peut-être une dernière question sur la fréquence d'utilisation de ce diagnostic. Est-ce que vous avez des recommandations, justement? Et bien, là, on a juste fait une phase de test. Mais pour moi, ça rentre un peu dans... Des fois, on parle d'hygiène de fonctionnement du collectif. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire la toilette du collectif de temps en temps. Et je dirais que ça, c'est un des outils. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, sur l'hygiène de fonctionnement du collectif. Mais celui-là rentre dans la panoplie qu'on peut mobiliser de temps en temps. Et puis tout à l'heure, on disait, à un moment donné, voilà, l'exemple de Talent de Ferme, c'était nous, ce qui nous inquiète là, enfin, ce qui nous préoccupe, ce qu'on a envie d'anticiper, c'est sur la gouvernance principalement. Mais peut-être qu'après, ça sera sur autre chose. Et donc, il faudra y revenir et le réutiliser sur une autre entrée. Ouais, ça peut être lors de moments un peu clés du collectif, l'entrée de quelqu'un, la sortie de quelqu'un d'autre. Et ça peut être également, on dit que souvent le projet stratégique, on doit le revoir à peu près tous les 5 ans. Donc ça peut être une périodicité qu'on se donne, et puis après, effectivement, lors de moments clés, le réutiliser. Mais on n'a pas encore assez de recul pour dire, conseiller quoi que ce soit là-dessus. On pressent que ça peut être ça, quoi. Merci. Du coup, encore une question. Y a-t-il un modèle économique, un financement dédié pour la démultiplication et l'application des outils et méthodes récoltera? Alors, pas encore. Pour l'instant, le financement qui était dédié, c'était justement pour réaliser ces outils avec les 11 partenaires. Et on n'a pas encore pensé aux suites. Enfin, on a imaginé des choses lors de notre séminaire final le 7 novembre à Paris. Mais on n'a pas encore concrétisé des suites, quoi. Donc, dès qu'on en a, on pourra vous en informer. Voilà. Eh bien, merci. On va passer à la suite, puis on reprendra un petit peu de temps pour échanger encore après. Ne vous en faites pas, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Du coup, on va passer à un autre livrable de ce projet, et pas des moindres, qui sont les fiches thématiques et les fiches témoignages. Et donc pour ça, je vais laisser la parole à Gabrielle Sicard de l'Interafog.
Oui, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter ce deuxième type de livrable. Pourquoi ces fiches? En fait, on s'est rendu compte, quand on analysait un petit peu la trentaine d'enquêtes, qu'on en avait tiré beaucoup de matière, que ce soit des recommandations, des expériences, des points de vigilance, des choses que les collectifs disaient, de façon forte ou de façon moins forte, un peu des signaux faibles. C'est de la matière qu'on partageait entre nous quand on se retrouvait, donc agriculteurs, élus, salariés, et on trouvait ça dommage finalement que ça reste entre les membres du projet. Et donc on a eu l'idée de valoriser cette matière à travers deux séries de fiches, donc que je vais vous présenter. La cible qu'on imagine, et puis peut-être que vous en imaginerez d'autres, c'est plutôt pour des agriculteurs agricultrices qui sont soit déjà en collectif, soit qui se posent la question d'entrer dans des collectifs, donc avec toute la diversité des collectifs qui ont été présentés au début du webinaire. Aussi, l'autre cible, c'est plutôt pour des accompagnateurs, accompagnatrices qui sont sur un de ces thèmes qu'a présenté Thierry et Lucie, ou sur l'ensemble de ces thèmes avec une approche plus transversale. Et puis, on pense aussi aux partenaires qui pourraient s'en saisir. Alors, comment elles sont structurées? Là, vous avez un exemple de fiche à gauche, où vous voyez, pas très bien parce que c'est flou, mais en tout cas, vous voyez qu'il y a un titre, un petit résumé, et puis ensuite, on rentre dans la structure des fiches avec assez souvent les petits bonhommes que vous voyez tout en bas de la diapo, par exemple, on voit trois petites formes vertes. En fait, il y a beaucoup de verbatim, c'est-à-dire beaucoup d'expressions des collectifs qui ont été mis à l'intérieur de ces fiches, sous forme plutôt anonymisée. Donc, vous savez à peu près qui parle dans le sens où quel type de statut juridique, comment le collectif est constitué en termes de statut juridique et puis où il est situé. On a fait le choix d'anonymiser un petit peu plus ça pour pas se focaliser vraiment sur les collectifs en tant que tels, mais plutôt ce qu'ils ont à dire. Et donc sur une même fiche, par exemple la fiche 1, plutôt sur les statuts et l'accès aux parts sociales, on a rassemblé en fait l'ensemble des verbatims qui nous semblaient intéressants sur ce thème. Donc ça vient de plusieurs enquêtes sur chaque fiche. On a donc ces verbatims, on a des petits encadrés, parce que des fois on a voulu faire des zooms et des focus particuliers. Et puis on a la chance aussi d'avoir une illustratrice qui a travaillé avec nous, et donc ça permet de rendre les fiches un peu plus visibles. Pour présenter ces fiches thématiques, donc on en a 6, je vais vous dire un ou deux mots, alors c'est vraiment arbitraire hein, parce qu'il y a beaucoup plus de choses dans les fiches, mais du coup un ou deux mots sur chacune, peut-être pour vous donner envie ensuite de les télécharger et de les lire. Donc la fiche 1, je disais sur plutôt la question des statuts juridiques, et on a quand même fait plus un focus sur les formes coopératives, parce qu'on avait la chance d'en avoir plusieurs dans les collectifs qu'on a enquêtés. Donc, vous verrez qu'on peut parler CUMAS, COP, COP, SCEC, mais surtout cette question de faciliter l'entrée-sortie, donc avec la question du montant, par exemple, des parts sociales, de comment c'est ajusté. Donc, vous pourrez creuser un petit peu ce thème-là. Dans la fiche 2, on est sur la question de la propriété foncière et immobilière, avec là différents types de portages fonciers qui ont pu être observés dans les collectifs enquêtés, que ce soit les GFA, ce que à Terre de Liens on appelle plus les IFAC, donc les initiatives foncières agricoles citoyennes, et un petit peu comment les collectifs se saisissent de ça et les questions que ça peut leur poser. La fiche 3, j'en parle pas parce qu'elle va être présentée juste après. Elle est sur la gouvernance et l'organisation du travail. La fiche 4, on était plutôt sur les objectifs et les valeurs qui sous-tendent la Constitution et ensuite comment les collectifs font vivre ça tout au long de la vie de leur collectif, avec par exemple un petit encadré que vous trouverez sur le flou dans les mots. C'est-à-dire dans la collectif, est-ce que c'est compréhensible pour tout le monde quand on dit une rémunération juste? Bah, qu'est-ce qu'on entend par ça? Et donc c'est combien une rémunération juste? Peut-être l'intérêt d'aller creuser ça entre nous. La fiche 5, elle est sur la partie humaine, avec tout un encadré sur la gestion des tensions dans les collectifs. Alors soit certains collectifs le font en autonomie, d'autres font appel aussi à des structures extérieures, donc c'était l'occasion de parler un petit peu accompagnement. Et la dernière fiche, la fiche 6, sur les modalités d'entrée-sortie dans les collectifs qu'on a enquêtés, où là vous avez par exemple des exemples de parcours dans certains collectifs, je crois que c'est notamment dans 2 GAEC, des parcours pour faciliter l'interconnaissance et puis la montée en compétences, des fois même sur le temps long, sur 2 ans de vie du collectif. Voilà, donc je vous propose d'aller voir plus concrètement comment une fiche est organisée, de rentrer un peu dans le thème 3. Et donc, je passe la parole à Sixtine, de Réseau Civam. Bonjour, merci Gabrielle. Et donc, je vous présente rapidement la fiche thématique 3 autour de comment on facilite cette transmission dans les collectifs, tout ce qui va être autour de la gouvernance et l'organisation du travail.
En fait, on a effectué un certain nombre d'enquêtes auprès de collectifs et qui ont fait ressortir l'importance de définir les modalités de la gouvernance et la répartition du travail lors justement de tout ce qui va être entrée, sortie, renouvellement au sein du collectif. Et donc, on a organisé un peu la fiche en deux parties, une plus autour de la gouvernance et une plus autour de tout ce qui va être organisation du travail. Et donc, sur la gouvernance, l'idée, c'est de citer et à travers du coup des exemples concrets des collectifs qu'on a enquêtés, un peu des bonnes pratiques et des leviers qui permettent de faciliter la transmission. Déjà, on peut définir ce qu'est la gouvernance, puisque ça désigne un peu les règles et les processus qui définissent de quelle manière les acteurs concernés participent à la concertation, la délibération et la prise de décision qui orientent les actions du collectif. Et donc, qu'est-ce qui facilite sa transmission? Clairement, ça va être autour du fait de la définir, en avoir une claire, explicitée dans un document écrit et transmis aux nouveaux membres. Et là, on peut citer, par exemple, un collectif informel de 5 personnes en SCI en Ille-et-Vilaine qui a fait, du coup, l'écriture d'une charte pour le collectif nous a permis de définir collectivement les valeurs, l'objet de notre collectif et les missions associées, ainsi que les moyens et modalités à mettre en œuvre pour y arriver. L'établissement d'un règlement intérieur dans un deuxième temps est venu compléter cette charte en définissant les modalités de gouvernance. Donc, on voit que la formalisation de cette gouvernance facilite sa transmission. Il y a aussi l'idée d'avoir une gouvernance qui soit évolutive et adaptable, l'idée qu'elle soit questionnée, en fait, qu'elle puisse être éventuellement questionnée. En tout cas, c'est à définir avec les membres des collectifs dès qu'on intègre un nouveau membre, par exemple. Et puis, enfin, de prévoir justement des modalités pour faciliter le tuilage de cette gouvernance. Donc là, on a par exemple la CUMA des Landes avec 200 adhérents qui dit que notre conseil d'administration est constitué de 22 membres et le bureau de 12 membres. Chaque nouvel arrivant reçoit un livret de bord de l'administrateur qui définit bien les tâches qui reviennent aux uns et aux autres. Si nécessaire, on a la possibilité d'avoir le statut d'administrateur stagiaire pendant 1 an maximum, mais sans droit de vote. Ça permet aux futurs administrateurs de comprendre le fonctionnement, les modalités, etc. Voilà, c'est un exemple de concrètement comment faire. Sixtine, Ouais. excuse-moi, je te coupe juste une seconde parce que de temps en temps, ta voix, elle diminue. Je pense que c'est quand tu tournes la tête du micro. Donc, si tu peux essayer de tourner ta tête plus vers l'écran quand tu parles, je pense que c'est ça. Ok. Mais tu peux continuer, pardon. Et du coup, sur les aspects plus, toujours en lien avec la gouvernance, comment on facilite sa transmission, c'est l'idée de poser, de l'organiser et de poser les cadres et des espaces de gouvernance définis et organisés, et donc de mettre en œuvre des espaces type réunions régulières ou plus longues à intervalles plus lointains, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses qui ont pu être mises en place par les différents collectifs qu'on a enquêtés et qui sont du coup illustrés dans cette fiche, ainsi qu'il y a même des collectifs qui ont été jusqu'à définir les modalités de prise de décision démocratique, collégiale dans le processus, etc. Avec le cas d'un collectif toujours en Ille-et-Vilaine qui a carrément été jusqu'à définir les types de décisions et selon son degré entre le fondamental et l'importance, etc. Et les modalités de décision vont être légèrement différentes. Voilà, c'est intéressant de partager ça à travers cette fiche. Et du coup, il va y avoir une deuxième partie de la fiche qui va être plus autour de l'organisation et la répartition du travail, avec l'illustration qui est sur PowerPoint qui illustre un peu ça. C'est vraiment l'idée pour pouvoir transmettre facilement la répartition du travail et des tâches, il faut les définir et les expliciter dans un document écrit et transmis aux nouvelles associées. Avec, c'est intéressant de citer la scope agricole de 8 associés d'Indre-et-Loire. Sur la répartition des tâches pour le collectif, il y avait des décalages entre personnes. Certaines en font moins, mais ne se sentent pas légitimes à faire plus. D'autres en font beaucoup et se sentent débordées avec beaucoup de charge mentale. La solution qu'on a mise en place, lister les 250 tâches et se les répartir. Un tableau sur lequel on met « je veux faire »,« je ne veux pas faire ». Autre niveau, je fais déjà, je veux faire, ce que je pense que les collègues veulent que je fasse,
ce que je suis prêt à faire. Enfin, on a des discussions annuelles sur les fiches de poste des salariés. Voilà, ça dit quand même, je trouve que ça illustre bien ce tableau de 250 pages sur l'idée de se répartir et de définir entre membres d'un collectif le qui fait quoi. Et puis, on a évidemment l'idée d'avoir de l'interchangeabilité avec, en gros, savoir pouvoir se remplacer les uns les autres. Et puis, des modalités, prévoir des modalités de tuilage ou de parrainage justement pour se transmettre des façons de travailler. Voilà, pour la fiche thématique numéro 3. Super, merci. Gabriel, je te laisse prendre la suite. Oui. Pour vous dire, des fois, dans la fiche thématique, on a un peu arbitrairement coupé en 6 thèmes. Il arrive qu'il y ait des liens entre les thèmes, des fois des choses qui étaient un petit peu à cheval, donc on s'est permis de l'indiquer en fait dans les fiches. Hop, n'hésitez pas à aller voir la fiche 2 qui parle de ça, n'hésitez pas à aller voir la fiche 6 qui parle de ça. Donc vous trouverez ça aussi, un petit picto dans les fiches thématiques. Je passe aux fiches témoignages, on en a 6 également. On a fait le choix d'illustrer du coup une partie seulement des enquêtes qu'on avait réalisées. Alors c'est un peu frustrant et puis en même temps on s'est dit avec les fiches thématiques avant, on a quand même beaucoup de matière qui est valorisée déjà. Et là on a fait un choix plutôt par statut juridique. Donc la fiche 7, expérience d'une des coopératives agricoles enquêtées, la SICA Saint-Paul-de-Léon, où là, par exemple, vous pourrez trouver des éléments sur comment cette COP s'y prend pour soutenir l'entrée de nouvelles associés et comment aussi, en tant que coopérative agricole, donc ce collectif-là, s'y prend pour renouveler sa gouvernance. Vous avez la fiche 8, une CUMA du Sud-Ouest, la CUMA Adour-Armagnac, où là, il y a des systèmes de parrainage entre nouveaux entrants et personnes déjà dans la CUMA qui ont été mises en place, et aussi comment le fait que de nouvelles personnes s'impliquent dans la gouvernance. Là, je crois que c'était le cas notamment d'un agriculteur plus jeune qui avait aussi proposé, quand il était devenu président, d'utiliser d'autres types d'outils de communication au sein de la CUMA. Ensuite, la fiche 9, elle est autour de la ferme de la Grangette, qui est une ferme avec une diversité de production. Et en fait, là, c'est indiqué GEC, mais ils ont fait le choix, en tant que combinaison de statuts, d'avoir un GEC, mais aussi ensuite de créer une ASARL. Et du coup, ils se posent la question de comment faire pour que ce double statut ne freine pas la transmission et l'arrivée de personnes dans leur collectif. La fiche 10, qui est sur la ferme de Bellettre, avec plusieurs statuts qui sont existants aussi, et une des rares SCOP qui existent aujourd'hui en France, mais aussi un GAEC et une association qui sont créés. Et là, par exemple, il y a un petit encadré sur comment avoir des tickets d'entrée les plus bas possibles pour que des nouvelles personnes qui veulent rejoindre le collectif n'aient pas à s'endetter trop et que ce ne soit pas un frein au renouvellement du collectif. La fiche 11 sur une structure assez hybride, la batailleuse, qui est association, qui a une activité de production mais aussi d'accueil. Et la fiche 12, qui est un des magasins de producteurs qui a été enquêté, donc pas celui où Lucie a témoigné tout à l'heure, mais du coup savoir fermière, où là par exemple il y a une réflexion et une application concrète pour essayer que les personnes, quand elles partent, que ce soit pas une mise en difficulté du collectif. Donc je crois que c'était là où il y avait un préavis de 3 mois qui était inscrit dans les statuts, qui permettent pendant ce temps-là que les personnes en cours de départ du magasin de producteurs puissent quand même assurer les permanences et puis s'engager aussi pour le remplacement et trouver d'autres personnes qui puissent s'investir. Donc voilà un petit peu la diversité des fiches que vous trouverez, donc toujours avec ce système d'encadré, de renvoi vers les fiches thématiques quand c'est utile, et puis les petites illustrations qui sont des fois sur un ton décalé, qui nous ont bien plu quand on travaillait sur la rédaction. Voilà. Là, normalement, c'était le temps d'illustrer, comme tout à l'heure avec Sixtine, cette fois-ci avec une personne de la fiche 11, la batailleuse. Alors, on a eu des problèmes de connexion en tout début de visio, donc je voulais juste faire un dernier essai pour demander à Laura et Hermine si on peut les entendre ou pas, parce que je pense qu'elles sont parmi nous. Je vous laisse un petit blanc pour savoir si on vous entend. A priori, ça devrait marcher. Ah, bravo, super. Super. Et on vous voit. Et je laisse la main là à Floriane alors pour ce temps-là. Ouais, merci. Super, c'est vrai on a eu une petite frayeur en début de webinaire, mais c'est chouette. Du coup, merci d'être là. Effectivement, si vous avez bien suivi le collectif de la batailleuse, c'est le collectif sur lequel on a décidé de zoomer dans la fiche 11.
Et donc, je vais laisser la parole à Hermine et Laura qui font donc partie de ce collectif. Et du coup, toutes les deux, si vous pouvez nous présenter votre structuration associative, du coup, le fonctionnement que vous avez, comment vous vous organisez, notamment, parce que c'est assez complexe, vous êtes nombreux entre associés et bénévoles, associés, enfin salariés, pardon, et bénévoles, entre la ferme et l'accueil, et puis voir un petit peu, dans un second temps, vos problématiques autour de la transmission, votre regard sur cette question-là, en tout cas. Il n'y a peut-être pas de problématique, hein, mais en tout cas, votre regard sur cette question, je pense qu'en général, il y en a toujours. Et puis voilà, ce que vous avez pu mettre en place pour donner un petit peu envie à tout le monde de lire par la suite la fiche témoignage. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi, je suis Laura, je travaille donc au CLAGE depuis 3 ans. Je suis co-gestionnaire du centre d'accueil. On est une équipe de 13 personnes dans le collectif. Et Hermine, qui est donc boulangère. C'est ça. Du coup, dans le collectif, on est 13 à être salariés. Et comme c'est une association, on a aussi un conseil d'administration qui fonctionne de manière collégiale et dont 10 personnes sont membres. Ce sont des personnes qui sont bénévoles et dont on a besoin pour pouvoir fonctionner. Sur ces 10 salariés, donc du coup l'association elle existe depuis 40 ans. À la base, c'était juste un centre d'accueil et finalement, ça s'est un peu développé sur de la ferme pour devenir aujourd'hui, du coup, un grand mix entre un centre d'accueil et une ferme à la fois pédagogique et productive. Là-dedans, du coup, comment est-ce qu'on s'organise? Eh ben, en fait, la notion de la transmission, elle a pris plusieurs formes dans notre organisation en interne. C'est-à-dire que comme on est 13, nous, on fonctionne plutôt par secteur. Donc, on a des tout petits noyaux d'équipe. En fait, on est soit des binômes, soit on est des trinômes, soit on est 3, soit on est 2. Et après, en parallèle de ce temps de coordination pour nos secteurs propres, on a aussi des temps de réunion en équipe plénière, voilà, toutes les semaines, de manière hebdomadaire aussi. Et on a développé aussi un ensemble d'outils qui nous permettent de transmettre, notamment quand il s'agit de passation de poste aussi, un temps de tuilage pour que la personne qui arrive puisse avoir toutes les cartes en main pour pouvoir prendre son poste voilà, de manière autonome, même si elle est soutenue par le reste du groupe. Qu'elle puisse avoir les moyens de se débrouiller. Oui, je pense qu'au fil des ans, par exemple, chaque nouveau salarié a une fiche de poste. Du coup, il y a quelque chose de très clair sur, à la base, quelles sont les missions sur lesquelles on est attendu en tant que salarié. Après, on a d'autres tâches qui se rajoutent. Par exemple, des tâches transversales. Du coup, c'est d'autres choses qui arrivent et je sais pas comment. Là, je suis en train de m'embrouiller. Et du coup, dans la transmission, il y a ces fiches de poste. Il y a toutes les fiches techniques qu'on peut faire sur à peu près tout ce qu'on fait. Par exemple, ça peut être moi, en tant que boulangère, je fais des animations de pizza avec les enfants. Et du coup, on a une fiche technique qui nous dit quand on arrive, ou après quand on est un peu plus ancien, mais quand on oublie, comment est-ce qu'une soirée pizza est censée se dérouler, ou en tout cas, comment est-ce qu'elle se déroule. On a des pochettes pour accueillir les nouveaux arrivants, dans lesquelles on met le projet associatif, un livret qui avait été écrit par les personnes qui étaient au CLAGE dans les années 80. La personne, quand elle arrive, elle a le règlement intérieur, un règlement de fonctionnement et une fiche qu'on a créée il n'y a pas longtemps où on demande
aux nouvelles personnes enfin, et une autre fiche. Quand une personne arrive sur le collectif, elle a un référent physique qui lui permet de pouvoir lui faire visiter les lieux, mais lui donner tous les petits tuyaux pour savoir où trouver les informations, notamment, parce qu'elles sont un peu réparties de partout. Voilà, on a un référent au conseil d'administration aussi, chaque secteur, qui peut nous aider aussi quand on arrive, mais aussi parfois juste à prendre du recul sur notre situation dans le collectif. Dans la transmission au sens large et dans ce qui nous permet de pouvoir nous réunir et continuer à ce que notre association, enfin en tout cas les valeurs de l'association puissent continuer à se transmettre. Chaque année, on fait des périodes de quinzaine, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est des périodes où sur 3 semaines, pendant 3 journées, l'ensemble de l'équipe salariée se réunit et parle de thèmes de fond. Donc cette année, on va aborder le thème de la transmission, justement. On abordera d'autres sujets comme la communication au sein de l'équipe, comme c'est un moment où on fait nos bilans personnels aussi, du coup ça nous permet de pouvoir un petit peu retracer notre année, en faire part aux autres collègues du collectif et un petit peu mieux se comprendre à certains moments. Voilà. Peut-être, est-ce que vous pouvez expliquer, parce que du coup, entre les salariés et le conseil d'administration, comment est-ce que vous organisez, notamment au niveau des prises de décision, le rôle des uns et des autres, est-ce que c'est clair? Comment est-ce que vous organisez ça? Et comment est-ce que, du coup, une personne qui arrive en tant que salarié, j'imagine plutôt, s'intègre dans les décisions? Est-ce qu'elle prend des décisions immédiatement dès son arrivée? Est-ce qu'il y a un temps de prise de poste à ce niveau-là? Enfin voilà, comment est-ce que vous organisez ça? Oui, je ne sais pas du coup si on l'a dit, du coup on est en autogestion. Le conseil d'administration nous a délégué la plupart de ses pouvoirs et du coup l'équipe salariée prend la plupart des décisions. Sauf ce qui concerne les investissements financiers de plus de 5 000 euros. Voilà. Toute démarche de travaux comment est-ce qu'on appelle ça, d'investissement qui pourrait être supérieur à cette somme-là et discuter, travailler, échanger avec les membres du CA parce que c'est eux qui sont aussi garants des bâtis en fait, parce que c'est l'association qui est aussi qui est propriétaire des lieux. Et par exemple, là, on ressort il y a 2 ans de la rénovation complète du centre d'accueil qui a été entièrement refondu et ça a nécessité un travail de collaboration entre l'équipe qui portait l'envie de changer des choses dans leur lieu de travail et l'équipe du CA pour soutenir et porter l'équipe dans le sens pour que l'association puisse continuer d'accueillir de manière adaptée différents groupes. Et donc ça s'est fait ensemble. Après, donc j'ai l'impression que quand on arrive, on est en mesure de pouvoir prendre des décisions. On n'a pas de protocole concernant cette prise de décision. J'ai l'impression qu'en fonction du sujet et de la personne qui le porte, ça peut changer. En ce qui concerne le lien entre l'équipe et le CA, je dirais que donc là, je suis en train de penser au fait qu'on est en train de refaire notre projet associatif et on l'avait abordé lors de l'Assemblée générale de l'année dernière.
lors de cette assemblée générale, on avait monté, enfin, on s'était reposé ensemble, du coup, équipe, et c'est à la question de savoir si on voulait refaire un projet associatif. Et tous ensemble, on a décidé que oui, et on a fait une commission avec des personnes de l'équipe et des personnes du CA pour réfléchir et mettre à bien la création de ce nouveau projet. Et du coup, c'est des va-et-vient avec différentes réunions qui permettent de pouvoir refaire ce projet. J'ai l'impression que c'est pas très clair peut-être ce qu'on dit. Ici, merci. Et moi, il y a aussi un point particulier, je trouve, dans votre structuration, c'est le fait que vous soyez sous forme d'association, ce qui fait que on peut, en fait, quand rentre, on rentre en tant que salarié, donc on n'a pas d'apport spécifique à faire, il n'y a pas de part sociale à racheter, etc. Est-ce que c'est quelque chose enfin voilà, est-ce que selon vous, ça facilite justement les entrées et les sorties? Du collectif. Alors plutôt les entrées, parce qu'on a rarement envie de voir les gens partir. Mais enfin voilà, comment est-ce que vous voyez ce statut associatif? Moi, je trouve que oui, c'est une facilité parce que l'ensemble des personnes qui viennent travailler au sein du CLAGE n'ont pas forcément une expérience et une envie d'installation à notre propre titre. Enfin, c'est quand même une immense responsabilité que de s'installer. Et là, avec les quelques années où je vois les gens arriver et partir, et ben c'est souvent par projet aussi. Les gens viennent nourrir un projet, une envie pendant un certain temps ici et apportent toutes leurs compétences et leur savoir-faire et réflexion et pour continuer de construire les projets qui sont en cours. Et à un moment donné, soit on a envie d'ailleurs, soit on a envie d'une autre expérience dans d'autres collectifs, ou tout seul, ou pour repartir dans d'autres métiers. Et quelque part, c'est aussi une force, je trouve que c'est une richesse aussi que de voir des gens, de pouvoir laisser la possibilité aux gens de venir, d'essayer quelque chose, et de pouvoir, ma foi, avec ses valises bien remplies de cette expérience, de pouvoir continuer sa route. Oui, sans être enchaîné forcément du coup par le poids d'un investissement et de revenus absolument à avoir pour le rembourser, par exemple. Oui. Effectivement, merci. Je redis effectivement aux personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et moi j'en ai plein donc je vais continuer. Mais je me posais la question là quand je vous ai entendu tout à l'heure parler d'un livret qui datait des années 80 euh, qui est transmis aux personnes qui arrivent. Et en même temps, je vous entends là reparler du fait que vous êtes en train de retravailler sur votre projet associatif. C'est pas forcément évident j'ai l'impression de quand une structure a cette ancienneté, de réussir à mettre à jour justement le projet, les objectifs, les valeurs, etc. Euh, est-ce que vous avez le sentiment que c'est des choses qui évoluent au fur et à mesure que le collectif évolue avec les entrées et les sorties, justement? Et est-ce que vous arrivez à mettre à jour justement tous les documents dont vous avez parlé, et notamment certains qui sont très anciens, et les mettre à jour en fonction de qui est aujourd'hui dans le collectif? Par rapport à la première question, j'ai l'impression que ce qui concerne les valeurs de l'association, c'est plutôt quelque chose qui reste et sur lequel, du coup, dans la transmission, c'est important je sais pas comment dire. Oui, c'est le cœur. Oui, c'est ancré. C'est à la fois ancré et à la fois ce qui serait bien, qui perdure. Je sais pas comment dire.
Par contre, ça a pris d'autres formes. Oui. C'est-à-dire qu'au tout début de l'association, c'était extrêmement militant. Enfin, il y avait une démarche voilà, très, très militante, très politisée, alors qu'aujourd'hui, avec le temps, c'est pas que nos actions sont moins politiques ou moins engagées, mais elles ont pris une autre manière de s'exprimer, je dirais plutôt ça comme ça. Et, et que du coup, bah oui, ça évolue aussi avec l'état sociétal dans lequel on vit, aussi dans l'environnement dans lequel on est là en 2024 par rapport aux années 80. Ça évolue parce que nos mentalités évoluent aussi. Oui. Mais ça n'empêche pas, par exemple, que l'éducation populaire fait partie de nos valeurs. Et même si on ne les entraîne pas de la même manière que dans les années 80, n'empêche que dans la manière dont on transmet aux enfants qui viennent, par exemple, le fait de pouvoir faire en sorte être dans le faire, dans la valorisation, dans le développement du pouvoir d'agir pour que puisse être émancipé le plus possible, en tout cas l'idée de la liberté, et ben c'est toujours quelque chose qu'on porte différemment. Et du coup, c'est ça qui est intéressant aussi et qui peut bouger un petit peu d'une équipe à l'autre. Par contre, c'est là où le rôle du CA a son rôle de gardien et de veille à ce que ces valeurs, même quel que soit le chemin qu'elles prennent, existent toujours. Par rapport à nos outils et à comment est-ce qu'ils sont toujours remis à jour, et ben, alors, ça dépend de l'outil. Là, je suis en train de me dire, par exemple, moi, je vais bientôt quitter la structure et je vais remettre à jour toutes les différentes fiches techniques qui existent autour de la boulangerie pour être sûr que la personne qui va prendre mon poste et ma place puisse commencer là où on en est, et que parce que les fiches techniques sur lesquelles je suis arrivée, elles sont plus forcément les bonnes. En tout cas, il y a eu cette année un peu d'évolution. Il y a d'autres. On a mis 5 ans, je crois, pour rédiger notre règlement de fonctionnement. Oui. Voilà, il y a des choses qui prennent du temps. Oui, ça dépend de l'outil. Ça marche. Merci. Lola, est-ce que je te laisse la main pour transférer les questions des autres? Merci Floriane. Alors du coup, il y avait une première question pour vous, Hermine et Laura, sur la question du foncier et du bâti, à savoir comment cela est géré au sein de la batailleuse. Ouh là là, vaste question avec laquelle on va être à l'aise, je crois, ni l'une ni l'autre de trop. Et ben, en fait, les bâtiments, enfin, ce que je peux vous en dire, moi, par rapport à l'acquisition du foncier, c'est-à-dire que dans les années 80, un groupe de personnes s'est mobilisé pour chercher un lieu, qu'au fur et à mesure des recherches, ils se sont vus donner pour une somme à l'époque certainement conséquente, mais pour laquelle ils ont fait une campagne de dons, et pour acheter en fait un bâtiment qui avait aussi une ferme. Et ce bâtiment-là donc a été acheté pour le collectif. Suite à un incendie, la ferme a brûlé, et à partir de ce moment-là, il a été décidé de construire 2 lieux bien distincts, à savoir le lieu d'accueil, le centre du Souleret, qui est dans le cœur du village, qui est le bâtiment dans lequel on est aujourd'hui, et une ferme qui a été construite sur un bâtiment à part, dans un champ à 400 mètres du village, quoi. Et après, pour la construction du bâtiment de la ferme, je ne sais pas comment ça a été financé. Ben, je crois que c'est à partir de ce moment-là que du coup le CLAJ a fait son premier emprunt, et que du coup, mine de rien, la production a un peu évolué
dans le sens où, du coup, il fallait commencer à pouvoir reproduire davantage pour rembourser cet emprunt. C'est le Clash qui est propriétaire de tout ça. Et de ces terres Et en les partie. terres, Donc on a 75 hectares et ce que me disait mon collègue qui lui gère un peu plus la gestion des terres, on est propriétaire à 25% des 75 hectares. Le reste, c'est de la location auprès de propriétaires dans le village. Est-ce que ça répond à la question? Je vois un petit peu là. On t'entend pas, Lola. Pardon, merci. Merci Floriane. Oui, oui, merci pour votre réponse. Et du coup, une autre question pour vous, c'était plus sur quels éléments l'association intègre un nouveau salarié, notamment dans le cas où il y a plusieurs candidats. Est-ce que c'est sous forme de, enfin, est-ce qu'il y a des cooptations? Est-ce qu'il y a des critères de sélection particuliers? À toi, allez. Je dirais que le mot final revient au binôme de la personne. On travaille quasiment tous en binôme, en trinôme, et c'est cette personne qui décide au final. Après avoir eu le point de vue des collègues qui ont rencontré cette personne avant. Et en général, on essaie de faire en sorte que au moins une personne du conseil d'administration l'ait rencontré, puisse nous donner son retour et son avis. Et après, c'est comme ça qu'on prend la décision. Et en général, dans notre processus d'embauche, la personne passe quelques jours avec nous afin de pouvoir voir le poste, son outil de travail, mais aussi rencontrer le plus de personnes possible. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en vois pas d'autres dans le chat, mais n'hésitez pas s'il y en a encore. Et puis sinon, on va pouvoir passer à la suite. Merci beaucoup, Hermine et Laura. Allez, je prends la suite. Alors les questions, non, c'était là, c'était maintenant. On va passer sur un autre livrable du projet qui sont les fiches mémo. Donc en fait là c'est sur un objectif un peu un des objectifs du projet c'était d'identifier les besoins de montée en compétences des accompagnateurs et des accompagnatrices de nos réseaux mais aussi des membres du collectif pour justement améliorer leur pratique professionnelle sur la question de la transmission au sein des collectifs. Donc à la fois une question vaste et à la fois une question précise puisque les personnes qui accompagnent des collectifs sont nombreux au sein de nos réseaux, mais la question de la transmission vraiment au sein de ces collectifs est une question qui est finalement assez fine, tout en recouvrant énormément de choses qui en lien avec l'installation, en lien avec la transmission, en lien avec la vie des collectifs. Et donc, on avait l'objectif de construire des outils pour participer à cette montée en compétences des membres de nos réseaux. Donc, dans le cadre du projet, on a organisé des groupes d'échange entre accompagnateurs et accompagnatrices. Alors, d'une part, accompagnateurs et accompagnatrices de fermes collectives qui ont l'habitude d'accompagner donc ces collectifs et donc aussi de les accompagner quand il y a des entrées et des sorties. Et aussi des groupes d'échange entre accompagnateurs et accompagnatrices de coopératives et de CUMA ou entre salariés de coopératives et de CUMA. Donc, ça a été des temps qui ont été très, très riches, hyper intéressants et qui ont permis déjà d'échanger sur qu'est-ce que ça veut dire que la transmission au sein des collectifs pour nous en tant que dans notre métier, comment est-ce qu'on par quel biais, par quelle entrée est-ce qu'on aborde cette question-là? À quel moment ça impacte nos pratiques? Qu'est-ce que ça concrètement pour nous, à quel moment on traite cette question-là dans notre métier, quoi.
Ça a permis du coup dans la foulée de la discussion d'identifier un petit peu les difficultés que ces personnes rencontrent dans leur métier, sur cette thématique, euh, et les difficultés qu'il y a à accompagner cette phase de la vie du collectif ou cette phase enfin voilà, c'est pas forcément d'ailleurs une phase de la vie du collectif, ça peut être tout au long de la vie du collectif qu'il y a des entrées et des sorties, mais du coup voilà, d'accompagner ces événements-là. Et du coup, ça a été aussi le lieu pour échanger sur les outils, les méthodes, les façons de faire, les façons de voir qui sont mis en œuvre aujourd'hui par ces professionnels hein, de tous bords et de dire voilà, alors, c'est d'ailleurs pas forcément des outils qui sont utilisés directement, auxquels on pense directement quand on pense transmission, mais qui sont utilisables finalement à ce moment-là. Euh, on vous en dira deux mots après. Et du coup, c'est à partir de ces échanges-là, à partir des outils qui ont été évoqués, qui ont été partagés, et au sein ouais, c'est à ce moment-là, on a aussi échangé à ce moment-là sur l'autodiagnostic et la façon dont il peut s'intégrer dans les pratiques. Qu'on a du coup écrit ces mémos. Donc on a produit 2 mémos pour synthétiser un petit peu les questions que se posent les accompagnatrices, quelles solutions ils mettent en œuvre, comment est-ce qu'on peut utiliser ces outils. Enfin voilà, c'est vraiment des outils très concrets, des fiches très concrètes sur comment est-ce que on peut accompagner cette phase-là. L'idée étant de diffuser au sein des réseaux ce qui est ressorti un petit peu de ces groupes d'échange. Donc vous l'avez compris, pourquoi est-ce qu'on a fait 2 fiches séparées? Il y a une fiche du coup qui est vraiment sur l'accompagnement des fermes collectives et l'autre qui est sur l'accompagnement des coopératives et des CUMA, donc coopératives d'utilisation de matériel agricole. Je le dis, mais je suis sûre que vous le savez tous et toutes. Euh, L'idée étant que les problématiques rencontrées sont assez différentes et l'accompagnement qui peut avoir lieu peut se faire aussi dans des cadres différents. Donc les outils utilisés forcément ne sont pas forcément les mêmes. Et donc on a vraiment séparé ces 2 types de collectifs pour le coup dans ces fiches-là pour que les personnes puissent s'y retrouver au mieux. Voilà un petit peu donc sur ces 2 fiches. Donc là je vais donner la parole successivement du coup à Sixtine qui va présenter la fiche sur l'accompagnement des fermes collectives et à Viviane qui va présenter l'autre fiche donc sur les coopératives et les CUMA. Sixtine, à toi la parole. Merci. Du coup, ouais, super. Du coup, je vais pas paraphraser, hein, mais c'est vraiment un outil pour les animatrices, des accompagnateurs de ces collectifs. Et donc, on l'a structuré un peu pareil sur les 2 mémos qu'on a construits. L'idée, c'était d'aborder la sémantique, les mots utilisés. Donc, il y a un nuage de mots au début, là, autour de qu'est-ce qu'on utilise comme mot pour parler de la transmission au sein des fermes collectives et les entrées, les sorties, les départs, les arrivées, les changements d'associés, le renouvellement des membres, etc. Tout ça, c'est des mots qui sont mobilisés par les accompagnateurs et accompagnatrices et les membres des collectifs. Et donc, pourquoi est-ce qu'on accompagne cette phase? L'ensemble des éléments, il y a en fait de plus en plus, il y a une évolution du rapport au métier avec des sorties de collectifs et des entrées qui vont faire partie et qui font déjà partie de la vie courante des collectifs qu'on accompagne dans nos réseaux. Et parce qu'on s'imagine de moins en moins agricultrice toute sa carrière. Et donc, c'est quelque chose qu'il va falloir accompagner de plus en plus. C'est une période de transition qui n'est pas toujours évidente à vivre il y a pas mal de choses qui se jouent, tant humainement qu'économiquement, pour la structure et pour les associés entrants, sortants. Et puis, c'est aussi l'idée de pérenniser les fermes collectives. En gros, une entrée-sortie qui se passe bien, donc une transmission qui se passe bien, c'est la pérennisation d'une structure et ça peut parfois même mettre à mal la ferme qu'une sortie qui se passe mal. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça recouvre, cette transmission au sein des fermes collectives? Eh ben, c'est l'idée de cette période de transition lors de la sortie d'un associé et l'éventuelle entrée d'un nouveau membre, avec souvent des pas de temps spécifiques
qui rarement, en tout cas en échangeant avec les accompagnateurs, on a réalisé que rarement ça coïncide les entrées-sorties. Et le couple, un sortant, un entrant est rarement accompagné en même temps. C'est vraiment 2 pas de temps spécifiques. Ça recouvre pas mal des questions du deuil pour les associés qui restent et celui qui sort. Alors même qu'il faut construire la suite, c'est un peu cette difficulté-là aussi. Et certes, on parle de transmission, de gouvernance, de travail, de capital, de foncier, enfin tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, mais aussi et surtout, il y a cette idée de transmission de la culture de l'entreprise, de son organisation, de son socle commun, ce qui fait parfois le commun de la ferme collective. Et parfois, si c'est pas forcément défini, eh ben, ça peut demander du temps, justement, cette transmission, puisqu'il faut déjà la définir de valeur. Voilà, ça c'est pour ce que ça recouvre. Et après, on est allé rapidement sur les difficultés que rencontraient les accompagnateurs et accompagnatrices des fermes collectives, sachant qu'il n'y a pas d'outils spécifiquement dédiés à cet accompagnement de transmission et que c'était un peu l'objet de ce projet. Donc, eux, ce qu'ils ont relevé également comme difficulté, c'est qu'il n'y a généralement pas de financement pour l'accompagnement de ceux qui restent et donc du collectif globalement, et que en fait, on bricole un peu avec des financements liés à l'installation, la transmission, le post-installation, ou alors des formations Vivea, mais que vraiment c'est un peu un trou, un entre-deux, un peu un trou dans la raquette des financements de l'accompagnement des collectifs. Et qu'on s'attache parfois spécifiquement beaucoup dans l'accompagnement à se rassurer sur la définition des valeurs du collectif et moins sur la mise en œuvre des objectifs de la ferme et l'organisation du travail à l'arrivée d'une nouvelle personne. Et en fait, les accompagnateurs trouvent que c'est souvent sous-estimé cette partie-là de l'accompagnement, quoi. Donc, on travaille beaucoup sur les valeurs et beaucoup moins sur la mise en œuvre du travail et du projet collectif de la ferme. Voilà. Et après, pour parler un peu plus des outils qui ont du coup été mobilisés et qui sont déjà mobilisés dans nos réseaux pour aborder cette question de la transmission. Donc, il y a un peu 2 types d'outils, ceux qui permettent d'anticiper ces transmissions, c'est-à-dire mobilisables en amont pendant la phase d'émergence, de construction ou tout au long de la vie des collectifs. Et je pense que l'autodiac qu'on a vu tout à l'heure en est un exemple, une belle illustration. Et puis les outils qui sont plus là pour accompagner au moment d'une entrée ou d'une sortie et ou du binôme entrée-sortie. C'est vraiment 2 types d'outils. Et donc sur lesquels vous allez avoir des éléments dans la fiche, et à chaque fois, on a souvent fait des liens hypertextes vers les outils développés dans ce cadre-là. Et donc, il va y avoir tous les outils génériques qui sont mobilisés pour accompagner à l'association. Donc, par exemple, les formations travailler à plusieurs, prendre soin de son collectif et le faire évoluer. Demain, on s'associe, dans lequel il y a tout un tas d'outils mobilisés qui sont détaillés dans un document qu'on a mis en lien hypertexte, plus spécifiquement via notamment tous les échanges qu'on va avoir sur la rédaction des statuts, le règlement intérieur et où, s'ils existent, les pactes d'associés avec les collectifs, où justement on va questionner qu'est-ce qui se passe en cas d'entrée et en cas de sortie. Et donc, ça va amener la question de comment on l'anticipe. Et enfin, pour les outils mobilisables, quand on accompagne une entrée ou une sortie, on a pas mal insisté sur l'aspect, les accompagnateurs et accompagnatrices ont pas mal insisté sur la nécessité du test du futur installé au sein du collectif, c'est-à-dire qu'ils soient en situation de travail avec ses futurs associés et via, par exemple, un contrat CAP ou un stage. Il y a tout un tas de modalités possibles, mais en tout cas, se mettre dans des conditions de travail avec son collectif, son futur collectif. Il y a aussi l'idée j'en cite quelques-uns en vrac, de questionner en amont de l'arrivée d'un nouvel associé lorsque un collectif se dit tiens, il nous faudra un nouvel associé, de questionner et de brasser l'ensemble des questions du pourquoi on cherche un nouvel associé, en fait, qu'est-ce qui nous amène à le chercher, et partager justement au collectif ce pourquoi. Et puis après, il y a des outils comme le cycle du changement ou le processus d'acquisition des compétences ou le cycle d'autonomie, qui sont des outils qu'on a vous verrez, il y a des liens concrets vers ces outils
qui peuvent être des outils un peu, comment dire, théoriques qui permettent d'expliquer pas mal de choses sur ce que ça provoque, en fait, une entrée ou un départ au sein d'un collectif. Voilà. Et enfin, on a fait un gros zoom sur l'outil autodiagnostic Récoltera, donc qui a été expérimenté par une animatrice qui auprès d'une ferme collective. Et sans vouloir rentrer dans les détails, puisque tout est expliqué dans la fiche, c'est juste se dire que c'est vraiment un outil qui est utile pour les collectifs existants et accompagnés au long cours. Donc, c'est vraiment hyper pertinent là-dessus, que c'est également utile sur un collectif avec un départ ou une entrée qui a été anticipée. Un collectif en émergence, on en a un peu aussi parlé au début, avec sûrement nécessité de changer certains mots de vocabulaire parfois dans les items. En revanche, ce n'est pas un outil qui permet d'accompagner une situation déjà engagée d'entrée-sortie et ou de crise au sein d'un collectif avec un départ annoncé, etc. On n'est vraiment pas dans cette idée-là. Et voilà pour moi. Et je te passe la main, Muriel. Merci. Merci, Sixtine. Viviane, est-ce que tu prends la Viviane, suite pardon. pour présenter l'autre Tout à fait. fiche? Oui. Allez. Viviane Leclerc de la Fédération des CUMA Nouvelle-Aquitaine qui a participé au projet. Donc, dans le cadre de ce projet, eh bien, nous aussi, nous avons fait un groupe d'échange de pratiques avec les animateurs des réseaux de la coopération agricole et des CUMA pour échanger sur cette question de la transmission. Il y avait une quarantaine de personnes intéressées et 25 qui ont participé. Donc, une réelle mobilisation. Donc, c'était des temps de 2 heures qui ont eu lieu en septembre. Clairement, la transmission, c'est un sujet d'actualité pour nos coopératives et nos CUMA. Pareil, on a échangé sur les mots utilisés, les difficultés, la façon dont on travaillait, et on a bien vu que ces discussions, elles ont souligné les nombreux points communs entre nos deux réseaux, sur les structures coopératives qui partagent évidemment les mêmes statuts. Eh bien, elles ont aussi les mêmes enjeux autour de la transmission. Elles ont parfois aussi les mêmes outils de gouvernance. Et on a bien vu que tant au niveau de la transmission, dans le sens départ, arrivée d'adhérents, ou transmission de la gouvernance, passage de relais d'un président, eh bien, il y a des forts enjeux, il y a des forts questionnements dans nos CUMA, dans nos coopératives, dans nos différents collectifs. Donc, ont été évoqués notamment le besoin de lutter contre les idées reçues sur les CUMA et les coopératives, notamment dans le cadre de l'entrée ou dans le cadre de la transmission d'une gouvernance, le besoin d'accompagnement des adhérents pour laisser la place aux nouveaux adhérents, la difficulté de mobiliser les adhérents pour prendre du temps pour le collectif, chacun étant de plus en plus pris par sa propre exploitation, la difficulté de doser ce temps pour le collectif qui sert aussi à sa propre exploitation, sa propre ferme. Les difficultés à aborder les questions qui portent sur les sujets de vie des adhérents. Quand on est sur une ferme collective, évidemment que cette question peut-être elle est différemment prise, mais quand on est sur une CUMA, on n'est pas forcément très proche des autres adhérents. Aborder avec eux des sujets très personnels de la transmission de l'exploitation, eh bien c'est pas évident, et c'est d'autant moins évident du coup derrière pour les accompagnateurs, accompagnatrices des CUMA. On a aussi évoqué la difficulté à concilier les intérêts et les visions des générations différentes. Alors, il n'y a pas tant un clash des générations, mais il y a des façons de voir différentes, que ce soit générationnel ou pas. Et cette question, du coup, de la transmission des valeurs, quand on a peut-être une vision un peu différente, elle est d'autant plus prégnante. On a aussi noté le manque d'anticipation des collectifs et leur impuissance face à des décisions individuelles qui vont avoir un impact derrière sur la CUMA ou sur la coopérative. Donc voilà, tous ces éléments-là, c'était des discussions qui ont été très riches et qui nous ont permis de rédiger le mémo, qui fait partie des livrables de ce projet. Donc on a fait dans ce mémo, on reprend ce que je viens de dire, on fait un état des lieux du sujet dans nos réseaux et on mentionne notamment les outils que nous avons. Alors tout à l'heure, on parlait d'outils financiers. Bon, le réseau CUMA le connaît bien, c'est le DINA qui peut permettre à accompagner la transmission, faire cet autodiagnostic notamment.
Dans les coopératives, il y a la création de groupes de jeunes coopérateurs qui peuvent créer, voilà, soit au sein d'une coopérative, soit sur un territoire, qui peuvent donner une nouvelle dynamique à cette transmission, à ce passage de relais. Il y a des formations qui sont organisées, il y a des guides également qui sont réalisés. Et voilà. Donc ça, c'est différents outils qui existent. On a parlé aussi, voilà, des outils plus concrets. Voilà, un autre projet qui a été le projet Coagile, qui travaille sur la question du travail et sa dimension collective. Bon, ça peut être un outil qui peut être mobilisé. Le tableau qui fait quoi dans la CUMA, qui liste un peu les tâches de chacun. Voilà, il y a un autre outil qui a été proposé, c'est un outil qui s'appelle être, faire et avoir, autour du rôle ou de la place de chacun. Donc voilà, est-ce que le président, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il a pour pouvoir tenir son rôle, ou qu'est-ce qu'il n'est pas, qu'est-ce qu'il ne fait pas et qu'est-ce qu'il n'a pas. Donc voilà, c'est un outil qui est finalement assez simple à mettre en place quand on est en présence d'un groupe et qui permet d'aller plus loin sur voilà, le rôle de chacun et la transmission du coup de ce rôle. Et puis évidemment l'autodiagnostic, mais on en a déjà pas mal parlé, qui est un outil qui a déjà été aussi testé dans certaines CUMA et qui permet effectivement d'aborder tout un tas de sujets et également, dès que le sujet est abordé, le diagnostic est fait, déjà d'identifier des leviers, des actions possibles. Alors on n'en est pas au plan d'action, mais on est déjà dans les leviers d'action. Donc, pour conclure par rapport à ce mémo et à ce travail qu'on a fait, puisque le mémo, c'est une partie de ce travail autour de cet échange, bon, pour nous, il y a un réel intérêt à ce que les animateurs, animatrices de nos réseaux coopératifs et CUMA travaillent les uns avec les autres, au sein de chaque réseau et aussi entre réseaux, pour ouvrir un petit peu nos perspectives, pour échanger sur nos expériences, partager nos outils. Et puis voir aussi s'il n'y a pas de nouveaux projets, de nouveaux sujets communs sur lesquels on peut travailler ensemble. Et évidemment, en plus de ce travail d'échange et de cette dimension-là, il y a un réel enjeu autour de la montée des compétences des animateurs et des animatrices sur ces chantiers-là. Et donc proposer aussi des formations dans nos réseaux pour que les animateurs et animatrices puissent mettre en place ce travail autour de la transmission des collectifs nous paraissait important. Voilà pour moi. Merci Viviane. Eh ben, on a fait le tour de l'ensemble des livrables du projet. Vous avez vu, il y a beaucoup de choses. J'espère que vous n'êtes pas assommés par la quantité d'informations que vous venez de recevoir. On va prendre un petit temps maintenant déjà de prendre vos questions-réponses, de vous laisser le temps de les poser dans le chat. Et puis, je vais aussi donner la main à Elsa qui va vous proposer un petit exercice pour partager un petit peu vos impressions et alimenter un petit peu la discussion. Oui. Je te laisse, Elsa. Merci, Floriane. Alors, je vais vous mettre dans la conversation un lien vers un klaxon où, en fait, vous pouvez aller. Ou alors, je vous mets aussi, si vous n'y arrivez pas, le lien vers un drive où là, normalement, c'est le même que pour les livrables, donc vous pouvez aussi y aller. Voilà, donc soit l'un, soit l'autre. Alors, c'est très... Enfin, comment dire, c'est assez simple. Enfin, c'est un tableau. Ça représente un tableau où en fait, on a en colonne, on a les différents livrables qu'on vous a présentés. Donc, les fiches témoignages, les fiches thématiques, l'autodiagnostic, les mémos et les webinaires. Ça, on ne l'a pas présenté, mais bon, si vous êtes là aujourd'hui, vous avez peut-être eu accès aux autres webinaires. Et à chaque fois, on vous demande, donc là plutôt en ligne, les points positifs, ceux qui me manquent, comment je l'utiliserai dans mon métier d'animateur, d'animatrice ou dans ma mission d'élu, responsable professionnel et autres, et vos besoins pour utiliser ce type de livrable. Voilà. Donc, si vous arrivez à vous connecter sur le klaxon, c'est super. Ce que vous faites, une fois que vous êtes connecté sur le klaxon, vous pouvez mettre un plus, appuyer sur le plus et mettre une nouvelle idée, donc qui répond à ces colonnes et ces lignes du tableau. Et si vous n'arrivez pas à vous connecter sur le klaxon, vous pouvez remplir normalement directement le document Word en ligne. Voilà, donc j'en vois déjà qui sont connectés sur le Word et sur le klaxon. Peut-être que les post-it vont arriver bientôt.
si vous êtes arrivé à vous connecter. Et puis en Après, parallèle, n'hésitez pas à écrire dans c'est le ça. chat pendant que, pendant que vous faites ce petit exercice, les questions que vous pouvez avoir du coup sur l'ensemble des livrables, sur le projet. Enfin, voilà, on prendra un temps là pour y répondre évidemment. Vas-y Charles, hein, si tu veux. Oui, alors je vais peut-être en profiter. Je vois qu'il y a une question de donc monsieur ou madame Lecourbe sur les grosses coopératives d'approvisionnement, de collecte, de transformation. Alors, je vous peut-être dans cette cour. Alors, Charles Guillaume pour la. Alors, moi, j'ai participé aussi au projet donc Récoltera pour la coopération agricole. C'est une bonne question. Enfin, en tout cas, c'est une question intéressante. Alors, quand je lis Joutel dans cette course, c'est qu'est-ce qu'elles mettent en place? Est-ce qu'elles mettent en place des choses sur les transmissions de collectifs? Je pense qu'effectivement, alors c'est important de souligner que d'une coopérative à l'autre, c'est vrai que les structures et les enjeux ben, sont différentes, hein. Entre une coopérative de 50 personnes, de 50 adhérents ou de 1000 adhérents, c'est pas tout à fait les mêmes problématiques qui se posent. Enfin, en tout cas, pas les mêmes problématiques techniques. Néanmoins, oui, elles ont toutes cet enjeu-là ben, de renouvellement des générations et de transmission de ces collectifs. Et donc, ça pose un peu la question de la taille des collectifs, donc aussi du renouvellement des gouvernances. Et effectivement, en fait, là, pour le coup, ce qui est commun à toutes les coopératives, c'est qu'il y a un enjeu à préparer les transmissions de gouvernance. Il y a un enjeu à laisser de la place dans la gouvernance et donc des enjeux de formation, des enjeux d'accueil aussi des nouveaux membres de ces collectifs. Et donc voilà, ces problématiques-là, elles sont abordées donc, dans les outils de Récoltera et elles sont utiles, voilà, pas exactement sur les mêmes degrés, mais enfin ces outils, je pense, sont pertinents pour des collectifs relativement petits comme pour des collectifs qui sont plus importants. Et a priori, moi, je travaille plutôt dans le secteur viticole où les structures sont pas forcément extrêmement importantes, mais l'ensemble des coopératives, à ma connaissance, travaillent un peu travaillent un peu, voire beaucoup sur ces sujets-là. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais voilà, par exemple, un élément qui est important, c'est la formation des nouveaux associés coopérateurs sur les fonctionnements des coopératives et leur statut. C'est important pour qu'ils puissent savoir comment s'intégrer dans ces coopératives et s'intégrer, par exemple, dans leur gouvernance, comment agir au sein de leur COP et s'y impliquer, puisque chaque adhérent est un acteur à part entière de sa coopérative, en principe. Voilà, sur ce point-là. N'hésitez pas à poser d'autres questions dans le chat, le cas échéant. Ou même en direct, hein, si vous le Oui. souhaitez. Alors, avec Elsa, on est en train de regarder un peu vos contributions là au tableau partagé là et on voit que c'est en train de se remplir petit à petit. Il y a quelques éléments qu'on peut déjà vous partager. C'est sur les points positifs, des ressources à voir. Ça paraît assez facile à utiliser. Voilà, le mémo ferme collectif paraît intéressant. Donc, ça, c'est sur le chapeau jaune. Ce qui manque, c'est essentiellement du temps. Du temps pour s'approprier tout ça, pour regarder, prendre en main. Et puis, sur la question comment je l'utiliserai dans mon métier ou ma mission, il y a quand même des interrogations. Je ne sais pas trop, comme quand on découvre quelque chose de nouveau. Il y a quelqu'un qui a dit peut-être dans les débuts de parrainage, vous savez,
les tuilages qui peuvent se faire, soit pour installation départ ou parrainage au sein d'un collectif sur des activités particulières. Du partage avec des collègues qui sont aussi accompagnateurs, accompagnatrices. Voilà. Et puis utilisation dans les formations avec des collectifs où on parle transmission. Les besoins pour l'utiliser, du temps, toujours du temps. Voilà pour les premières réactions. Il y a encore des... Oui, le tableau, on le laissera en ligne si des fois on peut avoir envie de dire quelque chose au-delà du temps d'échange là, en webinaire. Donc, vous pourriez accéder, le compléter bien sûr après. Et puis pour ceux qui n'ont pas pu assister à ce webinaire, on leur enverra bien sûr enfin, Floriane le redira, mais on enverra le replay et puis le lien vers les livrables. Donc vous pourrez aussi prendre connaissance à tête plus reposée de tout ce travail. Eh ben, merci pour votre retour. Je crois que ça continue à se remplir doucement, donc Ouais. on va laisser, la marée monter. N'hésitez pas, du coup, il nous reste 5 petites minutes. Donc, s'il y a des personnes qui ont une question coincée dans la gorge ou dans les doigts, n'hésitez pas. On a encore le temps d'y répondre. Et hop. Et il y a une nouvelle question qui est: le monde de l'agroéquipement pèse-t-il trop sur les CUMA? Alors, C'est au CUMA de répondre. voilà, j'allais dire, je passe la parole. Je sais pas si Viviane, tu veux répondre. Alors, on est un peu hors. C'est un sujet très, très large, mais je te laisse peut-être apporter quelques éléments. Et puis, Oui, je ne sais pas si j'aurais beaucoup d'éléments. Et puis, voilà, qu'est-ce que ça veut dire peser? Qu'est-ce que c'est que le monde de l'agroéquipement? Voilà, ça fait plein de choses à éclaircir. Peut-être dire que on se rend bien compte, en tous les cas, dans le réseau CUMA, que l'agroéquipement, le partage de matériel, c'est évidemment la base et la première raison d'être des CUMA, mais que derrière, pour qu'un collectif, une CUMA, soit un collectif vivant et vraiment au service des exploitations, eh bien, il se passe plein d'autres choses dans les CUMA, notamment autour de la transmission, l'accueil de nouveaux agriculteurs issus ou non issus du monde agricole, avec des techniques différentes, avec des visions différentes, c'est aussi un enjeu fort. Donc, on s'éloigne déjà de l'agroéquipement, la mise à disposition de main-d'œuvre, le partage du risque lorsqu'on met en place une nouvelle pratique, une nouvelle technique, les GI2E aussi qui sont portés par les CUMA. Donc, évidemment, l'agroéquipement, les prix de l'agroéquipement influent sur les CUMA et sur l'économie des exploitations par ricochet. Mais il se passe plein d'autres choses dans les CUMA et le réseau CUMA les accompagne aussi sur toutes les autres dimensions dans le cadre des transmissions et dans le cadre voilà, des développements de nos activités. Alors moi, je ne vais pas répondre à la place des CUMA, mais quand même, je pense que l'agroéquipement, il pèse sur les exploitations individuelles et que le fait d'être en CUMA, ça permet d'avoir une réponse et de contrebalancer cette pression. Et il y a des choses intéressantes qui se passent dans le réseau CUMA, notamment des achats groupés de matériel qui sont remis à disposition des CUMA, et ça permet de peser et de contrebalancer ça. Je n'ai pas d'action dans le réseau CUMA. Merci. Merci à tous les deux pour votre réponse. Écoutez, ce que je vous propose, c'est comme le disait Elsa, on laisse évidemment les documents en ligne là, si vous souhaitez prendre le temps d'y répondre, et puis aussi prendre le temps d'y répondre peut-être après avoir eu le temps aussi de parcourir tranquillement tous ces éléments chez vous. Parce que il y a beaucoup de choses et évidemment là c'est pas en 2 heures que vous aurez eu le temps de vous les approprier. Je vous souhaite de pouvoir justement vous les approprier et de les utiliser. On en reparlera, je pense, dans chacun des réseaux, mais en tout cas,
Le projet a produit énormément de choses et derrière, le but, c'est bien que ça puisse être utilisé. Donc, merci à tous et à toutes de votre participation. Elsa, je te laisse le mot de la fin. Oui. Eh bien, merci à toutes et à tous. Je vois qu'il y a déjà des remerciements dans la conversation, donc ça fait toujours très plaisir. Et puis, merci surtout à l'équipe en Inter-Onvar. Là, je trouve qu'on a bien bossé. C'est un beau travail. Et puis, il y aura d'autres projets à venir. Merci à tous et à toutes. Et puis, bon, vous recevrez évidemment le compte-rendu du webinaire et l'enregistrement, comme le disait Elsa. Et puis le lien vers tous les livrables. Merci à tous et bonne fin de journée.